Bienvenue donc, cher ami, à notre émission Bring the Ivorian Dream Back Again. Même si cela fait un peu couler beaucoup d'encre et de salive, le thème, voilà. Docteur Rikidi devait donner son point de vue, mais c'est pas grave. Alors, on aura un thème aujourd'hui très intéressant. Comment donc reconquérir une Côte d'Ivoire confisquée par les héritiers donc de la rébellion qui refusent donc de partir démocratiquement et qui imposent donc leur manière donc de penser, ce que beaucoup de personnes ont appelé la dosocratie et non la démocratie. Notre invité aujourd'hui, le docteur Eric Eddy, politologue, président donc du CACI, voix engagée pour la justice, la vérité et la démocratie en Côte d'Ivoire. Vous le connaissez donc très bien, cher ami, hein? Il est régulièrement invité donc, de nos émissions Jacques Roger Show. Depuis donc plus donc, de 2 décennies, la Côte d'Ivoire vit donc sous l'ombre d'un système politique hérité donc de la rébellion armée de 2002. Un système qui verrouille donc l'espace démocratique, confisque le pouvoir et impose donc une manière unique de penser et d'agir, ladies and gentlemen. Aujourd'hui, alors que 2025 approche et que donc le peuple aspire à un vrai changement, la question est simple. Comment reconquérir donc notre pays et lui rendre un destin véritablement démocratique? Pour en parler, nous recevons donc aujourd'hui Dr. Ikedi, comme je l'ai dit tout à l'heure, président donc du CACI, pour une conversation sans concession sur l'histoire, le présent et l'avenir de la Côte d'Ivoire. Alors, nous allons aller donc rapidement du côté donc de l'endroit où se trouve. Je pense que ça doit être la Pennsylvanie, hein. Vous connaissez très bien la Pennsylvanie. C'est l'endroit où notre président, notre chef d'État, M. Alassane Draman Ouattara, est allé à l'école et a eu son doctorat. Alors, docteur Eric dit, comment allez-vous et bonjour. C'est moi qui vous dis bonjour à vous, à tous les auditeurs et auditrices, et j'allais dire même téléspectateurs hein, et téléspectatrices de cette émission. Je vais très bien et merci de m'avoir encore une fois. Voilà, merci beaucoup, docteur Eric Eddy. Nous allons aller rapidement, hein, c'est donc comprendre l'héritage donc de la rébellion. Comment, selon vous, docteur Eric Eddy, la rébellion 2002 a-t-elle donc façonné, j'allais dire, le système actuel? Merci Jacques Roger. D'entrée de jeu, vous avez dans votre introduction parlé des héritiers de la rébellion. Je voudrais peut-être remplacer le terme héritier ici par les auteurs, acteurs et bénéficiaires de cette rébellion. C'est vrai qu'il y a certainement des héritiers, des gens qui arrivent toujours après quand c'est cuit, comme on le dit, mais aujourd'hui, ce que nous voyons sont des gens qui étaient impliqués dans cette rébellion dès le départ. Et il y a plusieurs exemples, hein. Vous pouvez citer les ministres Alain Lobognon et Konaté Sidiki qui étaient au cœur de la rébellion, qui sont devenus des ministres aujourd'hui, qui occupent des postes dans les administrations décentralisées en Côte d'Ivoire. Celui qui aujourd'hui dirige la commission électorale indépendante, on le sait, était aussi un élément de cette rébellion. Je vais parler du magistrat Kouibier. Et puis celui qui en son temps avait dirigé le Conseil constitutionnel, hein, Mamadou Koné, comme vous le savez, était lui-même le secrétaire général de la rébellion. Donc, il ne s'agit pas d'héritiers, il s'agit des acteurs, des auteurs, ceux qui ont fomenté cette rébellion qui en était véritablement au cœur, quel que soit ce qu'on puisse dire. Alors, vous parlez rapidement de l'héritage de cette rébellion et comment la comprendre. Ben, écoutez, il y a quelques indications qu'il faut peut-être rappeler et à partir desquelles faire l'analyse. Premièrement, quel était le but de cette rébellion? Qu'est-ce que nous avons entendu? On a entendu dire que il fallait changer la nature du pouvoir parce que c'était un régime dictatorial qui était au pouvoir, un régime qui confisquait les libertés et un régime qui pratiquait une forme d'exclusion. On a entendu parler donc de la xénophobie, on a entendu parler de l'ivoirité, on a entendu parler du fait que les nordistes hein, étaient marginalisés en Côte d'Ivoire. On a entendu parler du fait qu'ils ne pouvaient pas porter leur boubou ou pratiquer leur religion. Et puis, lorsque ce régime actuel est arrivé au pouvoir, on a entendu parler du rattrapage ethnique. Donc, c'est contre, si vous voulez, ces éléments-là qu'il faut, bien entendu, mesurer
l'héritage de cette rébellion avec ce que nous sommes bien entendu en train de voir aujourd'hui. Jacques Rosé, il y a plusieurs éléments, en tout cas plusieurs éléments de mécanismes utilisés par le pouvoir actuel pour contrôler ce pouvoir et non seulement utiliser pour arriver au pouvoir, pour diriger ce pouvoir et puis pour se maintenir au pouvoir. En quoi, selon vous, docteur Eric Eddy, cette continuité empêche-t-elle une véritable alternance? Ben, écoutez, c'est ce que nous sommes en train de voir. Ça empêche une véritable alternance à plusieurs points. Le point clé qui doit nous servir donc de base d'analyse ou bien de repère, c'est qu'à partir de 1990, les forces vives de la nation ont souhaité la fin donc du parti unique, la fin du parti-État et l'émergence ou alors le réveil de ce qu'on appelait le multipartisme qui devait conduire donc à une démocratie réelle. Ce faisant, il y a quelques éléments clés qui ont été mis en place. Premièrement, la limitation des mandats, ok, à deux. Ça a été inscrit dans la Constitution de 2000. Et rappelons que la Constitution de 2000 a été votée à majorité à plus de 86% des électeurs. C'était une constitution donc très consensuelle. Cette constitution-là aussi a permis de mettre sur pied une commission électorale indépendante. Cette commission-là aussi a élargi le débat démocratique pour garantir au plus profond les libertés individuelles. Et bien entendu, qu'en 2000, on a vu le président Laurent Gbagbo arriver au pouvoir, ça a suscité l'espoir que ça a suscité quant vraiment à l'élargissement de l'espace civique et de l'espace démocratique. Jacques Roger, sur le plan politique, je vais vous rappeler quelques faits. C'est sous le président Laurent Gbagbo que, par exemple, on a eu la libéralisation de l'espace politique, j'allais dire, avec les partis politiques qui, dorénavant, recevaient un financement de la part de l'État. Ce n'était pas le cas précédemment. Vous voyez, donc des lois ont été passées et tout cela devait concourir à accroître les capacités des partis politiques à effectivement jouer leur plein rôle dans la Constitution, tel que inscrit dans la Constitution, qui est de contribuer à l'expression du suffrage. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Ce régime est arrivé, la question de la limitation des mandats a sauté, on se croirait peut-être dans d'autres pays comme le Burkina Faso ou bien partout ailleurs, mais c'est impensable de croire que la Côte d'Ivoire, qui est le fleuron économique en Afrique de l'Ouest, qui est un géant d'Afrique de l'Ouest, sur le plan politique, nous sommes encore à la traîne depuis 1990. C'est vraiment aussi amusant de voir et de comprendre que même notre armée, qui devrait être le socle de cette unité nationale-là, je suivais dans le cadre de la préparation de cette émission une ancienne vidéo où feu le ministre Ahmed Bakayoko devant l'Assemblée nationale disait et parlait de comment ils étaient amenés à un moment donné à épurer l'armée puisque après la rébellion, tout le monde y a été déversé et il était difficile pour certains éléments de prouver leur identité ivoirienne. Ça nous ramène à quelque chose comme au Congo où à un moment donné, des éléments de Rwanda se sont retrouvés dans l'armée congolaise. Donc, Jacques Roger, voilà un peu brièvement un certain nombre de choses, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan économique et même sur le plan social, avec la déchirure sociologique que nous avons. Tous ces éléments-là, en tout cas, concourent à ce que nous pouvons appeler l'héritage de cette rébellion. Alors, on va identifier, donc, si vous voulez, donc, les mécanismes donc, de confiscation donc, de pouvoir. Hein. Alors, verrouillage institutionnel, justice, j'allais dire, sélective et contrôle donc de l'armée. Quel est réellement votre point de vue par rapport à ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, non, je suis très d'accord avec ça. Et il y a plusieurs éléments. Vous savez, j'ai essayé d'énumérer quelques-uns de ces éléments ici. Premièrement, il faut commencer. Vous savez, quand on parle de la politique commence avec la parole. La politique se fait avec la parole. Pour les kémites, on parle du nomo, la puissance de la parole. Et c'est par la parole le plus souvent que les hommes politiques se retrouvent. Quand vous écoutez certains artistes, chanteurs ivoiriens faire un peu, si vous voulez, d'ironie sur les hommes politiques, j'oublie le nom de celui-là que je vais citer, mais qui dit que en temps de politique, en temps d'élection, vous avez des hommes politiques qui peuvent vous dire qu'ils vont même mettre le goudron, pour parler en langue vraiment terre à terre français ivoirien, qui vont mettre le goudron jusqu'à dans votre chambre. Ça veut dire que les paroles sont mielleuses. Je veux simplement dire que la politique, c'est d'abord par la parole. Et le premier mécanisme que j'identifie ici, c'est le mécanisme du discours trompeur et flatteur.
Jacques Roger, on peut revenir sur une panoplie de discours tenus par les actuels tenants du pouvoir en Côte d'Ivoire. Si oui, on ne fera pas 4 mandats, on a entendu M. Alassane Draman Ouattara dire qu'il ne fera pas 4 mandats. On a entendu M. Alassane Ouattara dire qu'au-delà de 80 ans, il est difficile. On a entendu dire qu'il est prêt à partir. Il faut le laisser partir pour s'occuper de sa famille. C'est le discours. Mais ce discours devient flatteur. Et quand ce discours-là, il est tenu à des populations qui sont pauperisées, à des populations qui n'ont pas une conscience politique élevée, vous avez là donc un premier mécanisme. Le deuxième, c'est celui de la Constitution. Vous avez parlé de la confiscation des institutions. Mais oui, quand on manipule les constitutions, comme on l'a vu ailleurs, c'est aussi des mécanismes de confiscation de pouvoir. Vous avez vu que la constitution consensuelle de 2000 a été modifiée en 2016, quand bien même des experts avaient déjà averti que cette modification de la constitution en 2016 devrait servir à se maintenir au pouvoir. Encore le discours laudateur et flatteur est venu dire non, ce n'est pas vrai, mais on a fini par se rendre compte que c'est ce que nous sommes en train de voir. Ensuite, il y a la question des élections. Vous voyez, les régimes dictatoriaux, les régimes autoritaires utilisent aussi les mécanismes de droit et de loi pour se maintenir au pouvoir, c'est-à-dire qu'on les manipule. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, la commission électorale indépendante qui dit indépendante n'est pas véritablement indépendante, on en a déjà parlé, le découpage électoral pour créer un surnombre, la liste électorale dont nous continuons de parler, ce sont là aussi des mécanismes qui concourent à la tenue d'élections non transparentes et non libres pour confisquer le pouvoir. Mais aussi, il y a la répression. L'utilisation de la force, elle peut être une force militaire, comme on le voit. Vous voyez la démonstration de force qui s'est faite à Boaké lors de ce que j'appelle la fête nationale n'est pas forcément une démonstration pour montrer au monde extérieur la capacité de frappe de la Côte d'Ivoire. C'est pas vrai. C'est pour montrer plutôt aux opposants en Côte d'Ivoire que si vous branchez, voilà ce qui va vous arriver parce que voilà ce que nous détenons et voilà ce que nous avons. D'ailleurs, les militants du parti au pouvoir ne s'en cachent pas. Donc, il y a la force militaire, il y a la suppression des libertés, Jacques Roger. Lorsque des citoyens et des citoyennes, des institutions, même des syndicalistes se retrouvent et que leur liberté d'association, leur liberté de rassemblement et d'expression sont supprimées, ce sont des mécanismes aussi de confiscation du pouvoir. Le 12 juin dernier, le régime au pouvoir a pris une nouvelle loi régissant ou bien portant réorganisation ou bien organisation du fonctionnement des organisations de la société civile. Pour beaucoup de leaders donc, de ces organisations-là, comme Edith Balé-Pilisteri, ou bien même le docteur Éric Sémier, cette initiative-là vise en tout cas à réduire l'espace civique. Mais quand c'est réduit, c'est au profit de qui? C'est au profit du régime qui est au pouvoir, qui bien entendu cherche son maintien. Il y a l'élimination et puis sur le plan économique, Jacques Roger. Il y a aussi ce mécanisme-là qui est utilisé. Vous voyez, le fait de ne pas attaquer de front la question de la pauvreté, la question de l'emploi, plus de 60% des emplois en Côte d'Ivoire sont dans le secteur informel. Or, c'est le secteur qui est le plus enclin à des violations des droits de l'homme, à des violations des droits basiques. Et on maintient. Alors, l'élimination, la non-participation des Ivoiriens dans des secteurs clés de l'économie. Le chômage, il est grandissant aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et c'est la raison, c'est pour cette raison que la dernière fois, j'ai corrigé rapidement, je disais que votre terme ramener donc le rêve ou bien rallumer le rêve, faire de la Côte d'Ivoire un rêve n'est pas fortuit parce que si on n'en fait pas, c'est l'exil. Si on n'en fait pas, c'est la migration, c'est l'immigration. Et si on n'en fait pas, on va continuer de créer une race d'Ivoiriens qui ne seront préoccupés que par les gains faciles, comme on le voit, le gel des avoirs, etc., etc. Donc, voilà un peu un certain nombre de mécanismes. Je terminerai par ceci. L'instrumentalisation de l'ethnie, la forte, comment on appelle ça, utilisation des populations étrangères, et puis l'utilisation des forces extérieures. Je vais parler de la CEDEAO, je vais parler de la France, je vais parler de l'UEMOA. Tout ça, là, ce sont des mécanismes qui sont utilisés par le régime actuel pour confisquer ce pouvoir et se maintenir là où il est. Merci beaucoup, docteur Eric Eddy. Indeed, bring the Ivorian dream back again. Voilà. Alors, docteur Eric Eddy, pourquoi ceux qui ont hérité donc de la colonisation, de la rébellion, ou bien les auteurs ou co-auteurs, comme vous le dites actuellement, ou bien les bénéficiaires de la rébellion, refusent-ils donc de partir? Apparemment, c'est évident, n'est-ce pas? Ben, c'est juteux. C'est juteux. Le pouvoir, il est juteux.
Mhm. Il est jeté en ce sens que quand vous êtes auteur, comme le dit le député Assalé Timoko, au fond de, comment on appelle ça là, de FDP, je crois, de développement, vous avez des gens qui détournent à eux seuls plus de 4 milliards sans que l'État ne puisse réagir. Quand vous avez des ministres qui, il y a 10 ans simplement, étaient des agents, des fonctionnaires qui aujourd'hui sont traités de milliardaires, pourquoi vous voulez que les gens lâchent le pouvoir? Ça fait partie aussi de la nature humaine. Ça fait partie de la nature humaine. Quand vous savez que lorsque le patriotisme n'est pas poussé et que lorsque les gains faciles deviennent dans un pays comme la Côte d'Ivoire, ce qui marque le plus la morale fout le camp, ben bien entendu, Jacques Roger, il y a beaucoup de jus et ce serait vraiment difficile. Mais en même temps aussi, quand on a fait beaucoup de bêtises, on pense que se maintenir au pouvoir est une manière donc d'échapper à la justice, que ce soit la justice que nous connaissons, ou bien la justice populaire, ou bien même la justice de la nature. Donc voilà un peu ce qui maintient ces gens-là là. Et puis bien entendu, ils n'ont jamais été des démocrates. Ils n'ont jamais été des gens qui portent en cœur la notion de la démocratie. Ils n'ont jamais été des gens qui portent en cœur la question du vivre ensemble que eux-mêmes ils prônent. Vous comprenez? Sinon, jusque-là, nous ne voyons absolument rien qui démontre que les valeurs qu'ils défendaient lorsqu'ils étaient dans l'opposition, ils étaient dans la rébellion et qui ont justifié donc la prise des armes, nous ne les voyons pas en train de mettre ça en application. Même la question du dialogue social. Vous voyez combien de temps ça prend pour être d'accord? Combien de temps que ça prend pour être d'accord sur le nettoyage ou bien l'audit d'une liste électorale, par exemple? Donc, il y a plusieurs éléments qui justifient et qui montrent pourquoi ces gens-là ne sont pas vraiment enclins à lâcher le pouvoir. C'est juteux et c'est juteux. Merci beaucoup. Nous ne pouvons pas rester éternellement dans une telle situation. Cela va nous amener à parler donc de la sortie donc du piège. Alors, quelles sont donc les voies pacifiques selon vous et légales pour briser, si vous voulez, ce cycle, docteur Ekedi? Quelles sont les voies légales pour briser ce cycle? Laissons tomber l'histoire de la voie pacifique. Vous savez quoi? Parce qu'on peut être même violent dans le langage. OK? Toujours est-il que nous n'allons pas faire l'apologie de la prise des armes pour le départ de ce régime. Mais la première chose que le comité d'action pour la Côte d'Ivoire encourage les Ivoiriens à faire, c'est de ne pas céder au découragement. On dit découragement n'est pas ivoirien. C'est le moment de véritablement prouver que le découragement n'est pas ivoirien. De la même manière que les Ivoiriens ne sont pas découragés lors de la Coupe d'Afrique, après la débâcle contre la Guinée-Bissau, où on se croyait éliminé, et que par un tour de magie, on revient dans la compétition pour finalement gagner cette compétition-là, il faut du courage. Pas un courage bête, pas un courage où le cassis va encourager donc les Ivoiriens, les jeunes Ivoiriens à servir de chair à canon, pas du tout. Mais un courage qui vise à dire que demain sera meilleur et que ce régime-là partira et qu'un ordre nouveau va s'installer en Côte d'Ivoire pour véritablement installer les bases d'un espace démocratique et d'un jeu vraiment ouvert à tout le monde, mais surtout pour alimenter ce que vous appelez le rêve ivoirien. C'est à ça que d'abord nous appelons. La deuxième chose, il ne faut pas céder à l'égoïsme. L'égoïsme, c'est quoi? C'est ce que nous voyons même dans l'arène politique aujourd'hui, quand tout le monde parle de moi, moi et moi. Et à cause de ce moi qui prédomine, quelquefois, on oublie l'intérêt national. Mais le deuxième élément pour sortir de ce piège, c'est la prise de conscience. Jacques, c'est vrai, nous, au CACI, dans notre analyse, nous disons que le peuple ivoirien a toujours une longueur, deux longueurs, trois longueurs d'avance sur ces hommes politiques, surtout ceux qui sont dans l'opposition, mais ceux aussi qui sont au pouvoir. Parce que vous voyez, les populations qui sont en soutien au régime au pouvoir ne sont pas forcément et toujours véritablement bénéficiaires, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan du travail, des retombées et des jus dont nous avons parlé tout à l'heure. Mais ces populations, parmi elles, il y en a beaucoup aussi qui sont des patriotes. Il y en a beaucoup aussi qui croient véritablement que la Côte d'Ivoire peut être dirigée autrement. Donc, il faut aller à une prise de conscience. C'est là, à ce niveau-là, que le CACI voudrait interpeller les organisations de la société civile et les partis politiques surtout. Parce que c'est leur rôle, premièrement, de concourir à l'expression du suffrage.
Mais le concours à l'expression du suffrage n'est pas simplement en matière d'élection. C'est aussi l'éducation de ces masses-là à la prise de conscience. Pour que les gens sachent que quand on se retrouve à une élection pour aller voter, c'est un pouvoir que nous déléguons. Nous croyons donc à ces choses-là, la prise de conscience. Mais il y a aussi le repositionnement économique, Jacques. Il faudrait que la question du pouvoir, là, ça soit palpable. Et c'est palpable à quel niveau? Qu'est-ce que ça veut dire pour des gens de dire nous allons reprendre le pouvoir quand ces gens-là n'ont pas un travail, n'ont pas un revenu, quand ces gens-là sont pauvres, quand ces gens-là n'ont pas l'espoir dont vous parlez du rêve, n'ont pas cet espoir et ne voient pas ce rêve? Ça veut dire quoi? À quoi ça me profiterait à quelqu'un qui est peut-être dans un village à Azagé, Bakougué, d'où je viens, de savoir que, bon, ben écoutez, demain, ce ne serait plus Ouattara au pouvoir, ben ce serait quelqu'un peut-être du PDCI, RDA. En quoi ça me profite? Vous comprenez? Donc, il faut ce repositionnement économique, surtout dans les petits secteurs. Jacques Roger, je vais terminer rapidement. Il y a la mobilisation. Et je pense que c'est l'élément important. En 1990, le président Houphouët-Boigny et le PDCI-RDA ont reculé pour ouvrir les vannes au multipartisme à cause de la pression de la rue. Il faut que cette pression-là, La pression de la rue, d'ailleurs, la nous pression avons de la vu rue, la semaine dernière d'ailleurs. Je souhaite que cette pression, qu'il y ait même les semaines à venir, chaque 2 jours, des manifestations, afin que ceux qui sont au pouvoir comprennent réellement les vertus de la démocratie. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Alors, docteur Eric Eddy, quel rôle pour la société civile et la jeunesse, et j'allais dire aussi, et la diaspora? ben, d'abord, la jeunesse n'a pas de choix. Pourquoi? C'est une bonne chose que vous voyez toutes les officines étrangères quelquefois dire que bon, l'Afrique, c'est le continent de l'avenir, parce que dans les 5 ans et 10 ans qui arrivent, plus de la moitié de la population jeune du monde va se retrouver en Afrique. Effectivement, quand vous regardez la pyramide des âges dans les pays africains, ben écoutez, c'est les jeunes qui dominent aujourd'hui. Qu'on appelle ça l'espérance de la vie dans nos pays, c'est autour de 60 ans. Et quelquefois, là même, là, j'exagère un tout petit peu. Donc, les jeunes n'ont pas le choix que, un, prendre conscience, ne pas se décourager, ne pas céder aux gains faciles et véritablement prendre leur destin en main. Je ne les appelle pas à aller servir de chair à canon. Deuxièmement, concernant la diaspora, nous avons un rôle à jouer. Si hier, nous avons battu le pavé, partout où nous sommes dans les pays où nous sommes, et des pays qui ont des intérêts en Côte d'Ivoire, des pays qui sont intervenus en Côte d'Ivoire, des pays où des institutions internationales se retrouvent comme l'ONU, etc., ici à New York, il est du devoir de cette diaspora patriotique. Et non la diaspora qui cotise pour la rébellion, mais la diaspora patriotique de se rassembler, de se réunir. C'est la raison pour laquelle ce samedi, nous serons à New York pour soutenir le mouvement de masse de cette diaspora-là devant l'ONU. Donc, nous avons ce rôle-là à jouer. Et dans Jacques Roger, vous jouez bien ce rôle aussi, à travers ce média que vous mettez à notre disposition. Je crois que le service de la communication doit aussi jouer son rôle dans les pays étrangers où cette diaspora-là se trouve. Nous avons des relations diplomatiques et nous avons plutôt des efforts diplomatiques à aussi faire auprès des décideurs de ces différents pays où nous trouvons, aux États-Unis ici ou bien un peu partout ailleurs. Hier, je suivais une vidéo, c'est le ministre des Affaires étrangères du Mali qui était à Bruxelles pour mener une campagne. Voilà le rôle que la diaspora devrait jouer. Vous avez parlé des organisations de la société civile. Je voudrais les féliciter, Jacques Roger, parce que j'ai noté une évolution à la fois quantitative mais qualitative de ces organisations de la société civile. Quand vous regardez ce que notre jeune sœur Edith Balé-Pulchéry fait, quand vous regardez les prises de position de monsieur et de docteur Éric Sémier et de bien d'autres, vous voyez qu'il y a un changement de paradigme. Hier, les organisations de la société civile ne se contentaient que de distribuer, bon, il y en a encore qui le font, de se contenter que de distribuer du riz, des sachets de riz, quoi, aux populations victimes de certaines choses. Mais aujourd'hui, il y a un véritable effort de prendre part au débat politique et ce n'est pas faux de le faire, ce n'est pas mauvais de le faire, c'est le rôle de la société civile. Et donc, je voulais les encourager à continuer à faire cela. Merci beaucoup. Cela vous a mené donc vers, j'allais dire, un nouveau contrat démocratique. Selon vous, docteur Rikidi, quelles réformes structurelles pour éviter donc le retour de ce type de système? Premièrement, il faut, le CACI propose et continuera toujours de proposer que la transition politique est le creuset par lequel ce nouveau contrat social dont vous parlez là pourra se faire. Si nous n'allons pas à une transition politique, les tenants actuels du régime
seront toujours dans la peur qu'un régime nouveau qui arrive viendra pour réparer des injustices, ou bien viendra pour nous faire payer ce qu'on leur a fait payer, ou bien viendra pour nous mettre dans l'avion pour nous amener à la CPI. Nous disons que la transition politique et pacifique, ce sera se creuser là où toutes les forces du pays, même ceux qui ont été les auteurs de cette rébellion et les bénéficiaires aujourd'hui, et qui en sont les bénéficiaires aujourd'hui, se retrouveraient. Comme ça, nous serons capables d'éliminer les influences extérieures, la CPI et tout ça, mais à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, nous aurons ce dialogue véritablement national qui va nous conduire à ce nouveau contrat social. Le CACI a son idée sur ce nouveau contrat social. Ça veut dire il y a un certain nombre d'institutions que nous avons créées, donc que nous avons vu naître en Côte d'Ivoire, qui n'ont pas leur, pour nous, n'ont pas leur place, si ce n'est que occuper, détruire les différents budgets qui devraient être consentis pour le développement. Quand vous avez des cumuls de positions, quand vous avez des postes qu'on a créés, et je prends M. Alassane Draman Ouattara au mot, lui-même disait quand il était dans l'opposition qu'il ne comprend pas pourquoi, en plus des conseils régionaux, on va nommer des gouverneurs de régions, comme le gouverneur de Yamoussoukro. Mais à son arrivée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a maintenu toutes ces choses. Et même, il a même créé encore de nouvelles choses qui sont budgétivores. Un Sénat, un ceci et cela. Donc, voilà des choses qu'il faut revoir pour permettre à la Côte d'Ivoire. La deuxième chose, l'institution qu'il faut attaquer, c'est la justice. Et faire en sorte que les grands voleurs de la nation, parce que la kleptocratie, en 2016, l'Union africaine, et j'étais mis là-dessus, avait commissionné le président Thabo Mbeki à faire une étude sur les flux financiers illicites. Mais il a été prouvé que c'est plus de 50 millions de dollars, des milliards plutôt de dollars, que l'Afrique perd chaque année. Quand la Côte d'Ivoire est classée sur la liste Gafi, ou bien quand vous entendez même l'auditeur ou bien l'inspection générale parler des sommes d'argent qui devraient rentrer dans les caisses nationales du Trésor qui n'y sont pas à cause du fait que les gens ne payent pas leurs taxes, mais ça veut dire qu'on prive les populations des services minimums. Vous comprenez? Donc, voilà un certain nombre peut-être de refontes institutionnelles qu'il faut faire pour que l'essentiel soit de générer, de garder les ressources propres ivoiriennes. Il y a plusieurs choses à dire, mais dans le cadre de cette émission, je voulais m'arrêter sur ces quelques petits aspects. Rapidement, comment donc instaurer donc, un pluralisme politique réel et durable? Rapidement, en un mot. Ben, c'est une volonté d'abord. La première, c'est de dire que la Côte d'Ivoire va vers un pluralisme. C'est de dire que la Côte d'Ivoire ne va plus accepter le cumul des positions. Parce que quand on évite le cumul de fonctions, une seule personne qui est députée ici, qui est maire là-bas, qui est président du conseil régional, qui est ministre ici, ça ne crée pas le pluralisme. Or, si on élimine ça, on ouvre la compétition et on permet même à l'intérieur d'un parti, si les gens appartiennent au même parti, on permet à plusieurs autres personnes de se retrouver. Or, là où il y a plusieurs personnes, il y a la possibilité d'avoir une expression plurielle. Voilà quelques éléments que je peux citer. Il y a plusieurs autres façons, mais c'est une volonté d'avoir des hommes qui croient en la démocratie et qui véritablement instaurent, posent les jalons de cette démocratie et puis suivre les différents indicateurs pour s'assurer que la population elle-même peut prendre part au débat démocratique sans aucune crainte. Alors, merci beaucoup, docteur Eric Eddy. Actualité oblige, avant certainement de vous laisser partir. La semaine dernière, on a abordé donc un sujet assez important et vous militez pour qu'il y ait vraiment un procès véritable donc, de la rébellion. Alors, la question supplémentaire que je vais vous poser, docteur Eric Eddy, le procureur du plateau, Braman Koné, qui selon lui, selon certaines personnes, il aurait donc bénéficié, il est bénéficiaire donc de la rébellion de 2002, affirme aujourd'hui qu'il poursuivra tout Ivoirien qui prononcera donc le mot Mossi ou étranger. Comment analysez-vous cette posture venant donc d'un acteur perçu comme une partie de l'opinion, comme héritier politique ou institutionnel donc de cette même rébellion? Manifestation claire de la dérive totalitaire et autoritaire que nous avons en Côte d'Ivoire. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Instrumentalisation de la justice et puis intimidation pour permettre, évidemment, encore une fois, à ce régime au pouvoir de confisquer le pouvoir. Ça veut dire quoi? De condamner, de poursuivre quelqu'un qui prononce le mot étranger. Depuis quand le mot étranger devient donc un problème? Est-ce que on va prononcer le mot étranger en français et donc s'exposer
à des peines selon lui, ou bien est-ce qu'on peut prononcer ça aussi dans nos différentes ethnies et s'exposer à des peines? Parce que quand quelqu'un arrive dans un village, moi je suis à Baie, on dit Foro. Le Foro, c'est l'étranger. C'est celui qui n'est pas de là où nous sommes. Ce n'est pas péjoratif. Je comprends que dans le cadre de la manifestation publique et la grande marche qui a eu lieu le samedi dernier, des propos ont été tenus. Mais il faut que ce procureur la fasse attention à ne pas allumer le feu. Parce qu'avant cette marche-là, comme un journaliste le lui a rappelé dans l'émission de NCI, il y a des ministres du régime au pouvoir qui ont prononcé des propos que lui, il peut juger de xénophobes si on utilise donc les éléments. Vous comprenez? Donc, faisons attention. Faisons baisser l'attention, comme le dirait un ami, et faisons attention à ne pas charger les différentes expressions que nous avons ici, là, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, de quelque chose. Sinon, on retourne clairement à la période de 2002. Donc, Donc, il faut qu'il fasse attention. Donc, cette annonce, selon vous, révèle-t-elle donc d'une volonté réelle de protéger de la cohésion nationale ou d'un instrument Non, politique? non, 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 non. Oui. Tout ce qui peut concourir à la suppression de l'expression ou bien de la liberté d'expression ne peut pas être un élément de protection de la cohésion nationale ou bien sociale. C'est pas possible. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Dire comment possible, les gens, si ils prononcent le terme Mossi et autres, les Mossi vivent en Côte d'Ivoire. Les étrangers, il y en a en Côte d'Ivoire. Tout comme nous aussi, Ivoiriens qui vivons ailleurs, on nous qualifie d'étrangers. Vous voyez? Donc, non, non, non. Ce procureur-là est en train, par ce qu'il a déclaré publiquement, c'est encore une fois, pour moi et pour nous au CACI, une dimension de la dérive totalitaire et autoritaire qui est en train de s'installer, ou bien qui s'est déjà installée en Côte d'Ivoire. Rapidement, peut-on donc parler donc de justice impartiale si ceux qui fixent, profitent, j'allais dire, du système qu'ils protègent, fixent eux-mêmes les limites donc des débats pour le public? Pas forcément comme ça. Mhm. Justice impartiale, nous sommes d'accord avec le terme. Pas parce qu'ils ont bénéficié d'une rébellion avant, mais à cause de comment ils mènent le débat eux-mêmes. Vous savez la question du jeune Kofi Nguessan, qui a eu malheureusement la tête tranchée. Vous avez vu comment ce procureur a parlé de ça? Cet événement qui a choqué toute la nation ivoirienne, on nous dit que les auteurs ont été arrêtés, ont été condamnés à 10 ans de prison, et puis on en parle en sourdine. Pendant ce temps, on fait un grand éclat sur des gens qui, au cours d'une marche, ont dit à quelqu'un qui, ou bien ont prononcé ce qu'ils ont prononcé. Vous voyez, ce n'est pas que ces gens-là ont bénéficié d'une rébellion, mais c'est comment eux-mêmes, depuis leur arrivée au pouvoir, ils mènent le débat sur le plan juridique, ou bien sur le plan, comment on appelle ça, le plan judiciaire. Où en sommes-nous avec l'affaire Komi Bakari? C'est une question d'éthique, c'est une question existentielle. Vous voyez comment le débat et les prestations, pour ne pas dire les publications, les comptes rendus, les révélations du journaliste député maire Assali Timoko prouvent. Je vous ai dit la dernière fois que beaucoup d'Ivoiriens ne croient pas à la justice. Vous comprenez? Donc, c'est à ce niveau-là qu'il faut plutôt voir les choses, pas nécessairement qu'ils ont bénéficié de ces choses. Parce que, Jacques, vous savez, la dictature, on peut avoir des dictateurs et des dictatures éclairées, hein, vous savez ça. On peut avoir des gens qui confisquent le pouvoir pour un certain but. C'est la raison pour laquelle feu le président Jerry Rawlings est cité en exemple. Quand il est arrivé au pouvoir par les armes, mais c'était vraiment de main de fer qu'il a dirigé le Ghana et il était critiqué. Mais lorsque ce monsieur-là, visionnaire, a fini par conduire le Ghana sur les pas d'une démocratie dont ils sont en train de jouir aujourd'hui, vous voyez que tous les jours, il est cité en exemple. Donc, les dictatures peuvent être éclairées. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, on n'a pas une dictature éclairée. On a un régime totalitaire, un régime autoritaire, un régime vraiment qui va à la dérive et qui conduit le pays à la dérive. Voilà, merci docteur Eric Eddy. Quand c'est jeudi, c'est donc une émission avec le docteur Eric Eddy. On essaiera donc d'avoir le docteur Eric Eddy la semaine prochaine, certainement pourquoi pas pour parler donc du droit de réserve d'un fonctionnaire. Vous connaissez bien le docteur Tano que nous avons eu à 2 reprises pour nous parler de la situation en tant que sociologue de la Côte d'Ivoire et notre dernière émission, il nous a donc parlé donc
notre dernière émission, il nous a parlé donc de House Negro. Docteur Reggae, tenez-vous bien, ce monsieur vient de se voir attribuer une lettre de licenciement. Licenciement. Il a été limogé, hein, parce qu'il a parlé de House Negro. Et certaines personnes disent qu'en parlant de House Negro, c'est comme il parlait donc du chef d'État, M. Alassane Ouattara. Et Je il a vous ai été dit tout à limogé. l'heure que nous avons une dérive totalitaire et, comment j'allais dire, autoritaire en Côte d'Ivoire. C'est la suppression de la liberté d'expression. Voilà. Et il a été limogé. Alors, on parlera un peu de tout ça. Merci beaucoup, docteur Rekedi, et votre mot d'espoir pour tout ce que vous suivez rapidement, hein. Oh, écoutez, ne soyons pas découragés. Mhm. Ne soyons pas découragés. Nous ne sommes pas découragés. Que ce soit ceux qui sont sur le terrain, éduquons-nous. Continuons donc d'avoir cette prise de conscience et exploitons, analysons, étudions tous les mécanismes possibles pour que la mobilisation de la rue soit effective et conduise véritablement à faire reculer le régime en place. Ne soyons pas découragés, nous allons y arriver. Voilà, ne soyons pas découragés, nous allons y arriver. N'oubliez pas donc le samedi prochain, devant donc les Nations Unies, une grande manifestation ou marche avec le docteur Ekedi. Je pense que le docteur Bogasako sera présent. Je ne sais pas si je serai présent, mais on essaiera donc de faire mieux puisque nous avons plusieurs émissions donc à couvrir. Voilà. C'est une Merci. manifestation à l'appel de la coalition Trosteto, la représentation de section de New York. Mais nous y serons, en tout cas, pour soutenir. Merci, Jacques Roger, pour ce temps d'antenne. Merci beaucoup. Et puis, vos émissions, vos paroles sont très appréciées par les téléspectateurs et les auditeurs qui nous suivent. Merci beaucoup, docteur Ekedi, et surtout, portez-vous bien.